Le procès des déguerpis de Kaporora, équipe de Dimé, s'est ouvert ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Les victimes accusent Dr Ibrahima Kourouma et Mohamed Mama Kamara de rébellion, de destruction d'édifices privés, d'enlèvement de bornes, d'abus d'autorité. Le ministère public indique que l'extraction de l'ancien ministre de la Maison centrale serait difficile puisqu'il est cité à comparaître dans une affaire devant la CRIEF. L'avocat des victimes dit être outré. Il s'insurge contre cette décision. Il est notre invité. Dans un instant, nous serons avec Maître Alpha Yaya Dramé. Mais d'abord, on a écouté Jacques Lewaléno, on a écouté la ministre Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, avant la pause. Oui, une intervention intéressante quand même. Au-delà de ce qui est entendu comme discours, il serait judicieux qu'il y ait beaucoup plus d'action sur le terrain, même si le département doit s'appuyer sur les organisations de la société civile qui évoluent dans ce domaine. Mais il faut davantage aller sur le terrain. Et c'est bien qu'elles comprennent la volonté de Mafoudia de revoir aujourd'hui le message sur la question de l'excision, parce que ceux qui sont partisans de la pratique ont leurs arguments. Alors il faut voir quel message leur envoyer pour davantage, si vous voulez, les convaincre à aller de l'avant. Parce que c'est une pratique très ancrée. Il y a l'initiation qui a disparu, parce que ça quand même c'est avec une certaine forme de, on dirait pas violence, mais on a été très dur là-dessus, on est allé avec force. Je sais par exemple qu'à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'exciseuses qui ont été contraintes à abandonner la pratique. Il y en a qui ont même été conduites devant les tribunaux et qui ont répondu. Il y en a qui ont été condamnés. C'est parce que c'est considéré quand même comme un crime. Oui. Et aujourd'hui donc, puisque on est en train de poursuivre comme ça des femmes, des exciseuses, ce qui se passe, c'est que ça s'est fait en cachette. Et quand c'est en cachette, ça devient encore dangereux, très dangereux, parce que vous n'avez pas le contrôle. C'est ce qui est arrivé à la petite Koumba qui est décédée du côté de Massanta non, c'était Kissidougou, Massanta ou Gekedou, la fillette de 5 ans. Oui. C'est parce que le plus souvent, quand ça se passe de façon cachée, on utilise des outils souillés, et puis il n'y a pas de soins. Parce que c'est surtout ça, il n'y a pas de soins, vous êtes laissé comme ça, donc on attend le bon Dieu qu'il veille sur vous. Si ça se passe mal, ça se passe très mal. Donc la lutte, elle est bonne, mais il faut davantage peut-être partir avec ces traditionalistes pour leur dire le côté initiation, il faut qu'on garde ça et puis qu'on encadre. C'est cette initiation qu'on l'encadre très bien au niveau des communautés, pour qu'à chaque vacances, même nos enfants qui naissent dans les grandes villes, qu'on les ramène au village pour qu'ils fassent un petit temps avec les parents pour l'initiation, rien que pour l'initiation encadrée, les et bonnes puis on pratiques. Les ramène. Et je crois que si c'est comme ça, le message peut passer, parce que je crois que s'il y en a qui sont autant collés à la pratique, c'est pour ce côté traditionnel qui est donc africain. Dès lors que le message occidental là arrive, on tend à tout rejeter, même si on sait qu'il y a quand même un danger, parce qu'il y a des pratiques quand même très atroces. Il y en a contre les femmes, il y en a aussi contre les hommes. Dans certains milieux, la forêt sacrée, c'est pas tendre. En tout cas, c'est pas du beurre. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. c'est quelque chose. Bien, allez-y, Guiba, sur la question. Oui, vous savez, on est face à une situation de choc entre deux objectifs, puisqu'il y a d'un côté le droit voulu et le droit vécu. Le droit voulu, c'est ce qu'aujourd'hui la société veut avec l'évolution des choses, se détacher de cette pratique ancienne. Et le droit vécu, c'est que ce sont nos us et mœurs que nous avons dans nos sociétés et qui nous ont dicté certaines démarches à faire. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez cet ensemble-là, à un moment donné, il y a un choix à faire. Tout n'est pas bon dans la culture et aussi tout n'est pas mauvais. Donc ce qui n'est pas bon, il faut rejeter cette pratique. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que, moi je l'avais posé la question de savoir, sur la question par exemple de l'initiation, ce dont Mafoudia parlait,
c'était un message enveloppé qu'on voulait faire passer. Parce qu'on profitait de cette phase-là, d'abord pour regrouper les jeunes filles entre elles. Elles étaient en communion, elles dormaient ensemble et on les réveillait tôt le matin avec des chants, des déplacements, des messages. On les apprenait beaucoup de choses. Comment, d'abord, la femme en tant que telle, sa toilette, comment elle doit le faire, et comment elle doit se tenir, comment elle doit se comporter en société, s'habiller décemment. Et au-delà de ça, comment son homme, parce qu'elle est appelée un jour à se marier, comment gérer son foyer, ses enfants. Donc, ces messages-là étaient véhiculés. Je pense que, comme je l'ai dit, lorsqu'on a une culture de façon globale, il y a des parties qu'on peut les grandes gueules, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut garder parce que c'est pour la postérité. Je pense que ça, il ne faudrait pas qu'on le perde parce que c'est vrai, moi je suis contre l'extraversion, c'est-à-dire que le fait de dire on s'ouvre et qu'on oublie ce qu'on a, là ce n'est pas en fait un mariage qu'on fait, mais on s'assimile. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut qu'on garde ce côté-là qui peut profiter à nos sociétés, puisque c'est ce qui nous identifie aux autres, c'est notre identité culturelle. Maintenant, sur la pratique, ça, aujourd'hui, il faut prendre des décisions, parce que, imaginez-vous, on utilise des couteaux souillés qui ne sont pas désinfectés. Ça a des conséquences pour la femme, pas maintenant, mais à l'accouchement, avec l'évolution. D'autres même le font, c'est parce que pour l'envie sexuelle... quand le couteau est souillé, les conséquences sont immédiates. Oui, les infections. Oui, on peut vous soigner, mais d'autres femmes, après, à l'accouchement, on sait les difficultés qu'elles rencontrent. Donc, ça, c'est selon le type d'excision. C'est les cas d'infibulation le plus souvent qui créent ces complications-là. Justement, donc je pense que dans la généralité, il faut aujourd'hui prendre des dispositions pour ça. C'est vrai que c'est un message difficilement qui rentre dans certaines têtes parce que on a du mal à déconstruire un peu ce qu'on avait comme idée, la perception que nous avons de cette pratique. C'est ce qui veut dire que la sensibilisation, on doit beaucoup plus mettre un accent particulier sur la sensibilisation parce que, comme on dit, il est difficile de faire changer au vieux gorille sa façon de s'accrocher à la branche. S'il s'accroche par la main droite, vous dites par la main gauche, c'est pas un jour. Il faut continuer à passer les messages. Il faut qu'il s'exerce. Et ça devient un comportement à la longue. Allez-y, Mafoudia. Alors, moi, je voudrais toucher un autre aspect. Elle a parlé avant qu'on ne s'accentue sur l'excision. Elle avait beaucoup parlé de la violence en général. Et sur les données, elle est restée un peu sur des chiffres, on va dire, globaux. Et pour moi, il est très important de faire des recherches, d'avoir des données. Parce que lorsque vous savez ce que vous avez devant vous, c'est facile de trouver des solutions. Quand on prend aujourd'hui la violence en Guinée, j'aurais bien voulu comprendre avec des éléments clés en quoi ça a baissé en Guinée ou en quoi ça a augmenté en Guinée. Et lorsque c'est le cas, c'est quoi, par exemple, aujourd'hui, le profil des personnes qui violentent les femmes en Guinée? Dans nos sociétés, on a par exemple, on peut voir l'oncle de son mari qui ose vous porter la main, le petit frère de votre mari qui ose vous porter la main, l'ami de votre mari qui ose vous porter la main. C'est quoi le taux par rapport à cela? Les hommes qui frappent, parce qu'il est prouvé aujourd'hui que souvent les femmes victimes de violences le sont à partir des personnes qui sont très proches de ces femmes. Est-ce que c'est cela aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes étrangères à vous qui lèvent la main? Ce serait bien qu'on ait des éléments de réponse comme ça, parce que quand c'est fait, même la sensibilisation dont elle parle, parce là, que les chiffres, pour t'aider un peu dans ce sens, les chiffres qui existent disent que 80% des cas de violence généralement sont commis par des proches de la victime. 80% des cas. Lorsqu'on a beaucoup plus de détails sur le profil, même dans le message, on sait vers qui aller, on sait qui toucher. Mais lorsque c'est brandi comme ça aussi facilement, quand on sait aussi que par exemple, il n'y a pas que la violence physique, il y a beaucoup d'autres aspects, il y a plusieurs sortes. Je pense qu'il faut faire des recherches détaillées, avoir des chiffres, avoir des données sur comment la situation se présente en Guinée. À partir de ces données, on pourra savoir où aller et vers qui aller. Mais il y a des données chaque année. Non, il y a des données chaque année, mais c'est ce que je dis. Souvent, les données nous viennent des institutions. Et souvent, ça ici. Je sais, ici, il y en a, mais c'est souvent basé. Le problème de MAF, les données ne sont pas catégorisées. C'est vraiment pas détaillé comme on peut en voir quand on va ailleurs. Non, nous sommes dans les médias, par exemple. Lorsque vous suivez les éditions ailleurs, vous avez des chiffres, par exemple, sur les 10 derniers mois, sur les 5 derniers mois. Qu'est-ce qui a changé justement dans le mécanisme, dans l'intervalle. En fait, c'est ce travail de veille qu'on doit pouvoir faire. Parce que si on fait
Ça permet, même quand on prend les tranches d'âge, est-ce que ce sont les femmes qui sont au-delà de 50 ans qui sont encore victimes de violences? Est-ce que ce sont les plus jeunes, les enfants? Je pense que ce sont des détails qui sont très importants dans la lutte et ce serait bien qu'on puisse l'inscrire en ligne de mire. Juste un mot, au-delà même des statistiques, des chiffres, ce qui amène à le faire, ce comportement, cette psychologie, le profil. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Lorsque vous avez une idée sur tout cela, ça vous permet de mieux préparer votre message. Et donc là, vous segmentez votre communication. Vous savez que telle cible, voilà le message qu'il faut envelopper pour l'envoyer et tel autre. Mais si cela n'est pas fait, on n'a pas une communication bien huilée parce que tout simplement, on fonce sa tête baissée, on n'a pas fait d'études de terrain. Ça nous permet de faire des fiches de questions, partir dans les familles, se déplacer dans les espaces publics, écouter les gens sur l'origine de tout ça, quels sont les types de femmes, l'âge et tout. Avec ces questionnaires-là, ça va permettre au département de pouvoir mieux préparer son message de sensibilisation. Allez-y, Daouda, pour clore. Oui, pour clore, la question d'excision, la question de violence, et l'autre aspect, c'est des viols. Des viols qui aujourd'hui font très mal. Et pourquoi ça fait mal? C'est que le viol n'est plus sur des adultes, mais le viol, il est sur les bébés. Un enfant de 6 mois... il ne devrait même pas être sur un adulte ou un bébé. Non, c'est ce qu'on a vécu tout le temps, mais ces derniers temps, ça devient plus effrayant. Oui. Ça devient plus effrayant parce que si on vous dit que un homme de 18 ans, de 25 ans, de 30 ans qui viole un bébé de 2 ans, vous ne trouvez pas que en apprenant que un homme de 40 ans a violé une femme de 50 ans et un homme de 20 ans qui a violé un bébé de 2 ans, je ne sais pas vers lequel cas vous allez courir le plus vite. Non, c'est un crime, mais vers lequel cas vous allez courir le plus vite. Vous allez quand même vous demander, pour la femme de 50 ans, vous allez dire, mais comment c'est arrivé? Mais pour le bébé de 2 ans... Justement, c'est la question qu'on ne doit pas poser. Non, comment c'est arrivé? Non, ça, ce sont des activistes qui le disent. Mais ce que je veux dire, lorsque le problème se pose, l'inquiétude monte aujourd'hui. Oui. Parce que quand on dit, il a violé une femme de 50 ans, comment c'est arrivé? Mais il a violé un bébé de 2 ans. C'est incroyable, hein? 3 mois. Voilà, de 3 mois. Oui. Comment il a pu le faire? Mais qu'est-ce qui l'amène à le faire? Donc voilà, rien que le questionnement, ça nous amène à nous intéresser à ce phénomène, c'est phénomène aujourd'hui. L'importance de l'assistance psychosociale. Des psychologues. Aujourd'hui, je crois que puisque nous sommes dans la semaine qui va vers la fin, et pour ces cas de viol, que ce soit sur des bébés, des enfants ou des adultes, le plus souvent, ce sont, quand MAF se pose la question, les catégories de personnes, des catégories de personnes, auteurs de profil, mais de l'autre côté, quand il s'agit de viol, le plus souvent, les prédateurs ne sont pas loin. Justement. Les prédateurs ne sont pas loin. Vous entendez dans la famille, par exemple, ah ma chérie, ah ma femme, ah... C'est des pratiques aujourd'hui, il faut communiquer avec les enfants. Il faut communiquer avec les enfants, ne pas tout permettre. Oui. Prendre une fille, par exemple, la poser sur les cuisses et jouer avec la petite, ça amène à développer des idées. Oui. Il faut aujourd'hui que les parents acceptent de communiquer avec les filles. Rapidement, en 30 secondes pour terminer. Voilà, pour terminer, moi j'ai quand même envie de questionner ces 16 journées d'activisme. Ça a démarré le 25 novembre, ça finit demain. Parce que moi, à entendre ce genre d'activité, à l'issue de ça, il faut qu'on aille vers des vraies solutions. On se rend compte que c'est toujours les mêmes choses. Il faut venir s'asseoir, faire des ateliers, faire des sensibilisations extra. Pour moi, aujourd'hui, ça doit aller au-delà. Il était important de présenter les vraies statistiques pour que les gens sachent effectivement
effectivement, voici où nous en sommes par rapport à cette question de VBG. Quels sont les types de violences, les catégoriser, sortir des vrais chiffres et au-delà de ça, associer des spécialistes en la matière, des sociologues, des personnes qui s'y connaissent, les psychologues, aller à la rencontre des personnes qui eux-mêmes pratiquent, qui sont victimes qui pratiquent ces choses-là, ces violeurs entre autres, ces personnes qui portent les formes de violence sur les gens, allez les écouter, associer des psychologues, des sociologues, que les gens s'asseyent, qu'ils fassent un vrai travail et sortir des vraies solutions. Et finalement, pour moi, ce genre de journée d'activité doit, à l'issue de cela, on doit avoir des vraies solutions du genre qu'on propose aux gens, qu'on sorte à chaque fois de la répétition, qu'on innove dans les pratiques et qu'on change les méthodologies pour qu'on puisse finalement arriver à une bonne solution. Sinon, on ne fait que déplacer le problème, on reste sur les symptômes, l'origine demeure et la question continue à revenir à chaque fois. Et aujourd'hui, à mon avis, c'est ce qu'il faut éviter. Pour éviter ça, il faut changer de méthode. Il faut donc changer de méthode. Dans un instant, nous changeons de cap. Nous allons parler justice. Chez les GG, nous pensons comme Claudie. Malgré votre sincérité, votre bonne foi, vos détracteurs auront toujours la cachette du mensonge facile. Alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée. Les GG ou le Temple du Savoir sur Adafo Média. À cet autre sujet, je vous l'annonçais à l'entame, le procès des DRP de Kapurora, équipe de Dimes, est ouvert ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Les victimes accusent Ibrahima Kourma, Dr Ibrahima Kourma et Mohamed Mama Kamara de rébellion, de destruction d'édifices privés, d'enlèvement de bornes, d'abus d'autorité. Le ministère public indique que l'extraction, oui j'y arrive, de l'ancien ministre de la Maison centrale serait difficile puisqu'il est cité à comparaître dans une autre affaire, dans un autre dossier devant la CRIEF. Nous essayons de comprendre avec l'avocat des victimes, maître Alpha Yaya Dramé. Il est là en studio. Bonjour maître, bienvenue. Bonjour madame Yero, bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Allez-y Daouda pour la première question. Votre micro. Oui, alors, ma première question, c'est qu'aujourd'hui, vous semblez être à deux fronts sur le même sujet. Vous êtes au niveau des institutions, je vais dire, nationales, mais de l'autre côté, vous êtes également au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Comment vous conduisez le même sujet à deux niveaux, à deux instances? Question pertinente, je vous remercie d'abord pour l'invitation matinale, parce que je ne savais pas hier que je devais intervenir. Les grandes gueules. Alors, l'action qui est portée devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'est une action portée contre l'État. L'État est le seul sujet de droit qu'on peut mettre en cause devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui est la plus haute juridiction des 15 États membres et dont les arrêts s'imposent aux États membres. Elle est compétente en matière de contentieux communautaire et en matière de droits de l'homme. Et parmi les droits fondamentaux reconnus à chaque personne, morale ou physique, c'est le droit au respect de ses biens et de son domicile, par ailleurs, qui vient juste après le droit au respect de sa vie. L'action portée devant la juridiction pénale est une action d'abord avant toute chose pédagogique. Elle n'a pas pour objectif et elle n'aura pas pour finalité de permettre aux habitants de Kapurora, sur décision du tribunal correctionnel, donc les grandes gueules, ceux dont ils ont été dépossédés. L'action portée devant le tribunal correctionnel, j'ai expliqué depuis 2019 la question du droit de propriété publique, comment l'État acquiert le droit de propriété, comment il gère les biens dont il est propriétaire en fonction des deux grandes catégories de biens, domanialité publique et domanialité privée. Alors je disais vertu pédagogique du procès parce que les fonctionnaires, l'État est une fiction. C'est ceux qui animent l'État, les fonctionnaires de l'État, qui agissent pour qu'on dise que l'État agit ou l'État s'est abstenu d'agir. Dans leur action, ils sont soumis au respect de la loi. La raison pour laquelle on dit qu'un état de droit, c'est un état où l'État lui-même, qui est le créateur de droit, est soumis à la règle de droit qu'il crée. Il n'est pas au-dessus de la loi, il est au-dessous de la loi. Donc les fonctionnaires, au premier chef desquels se trouve donc la plus haute fonction, qui est la fonction ministérielle, quand ils prennent des décisions, quand ils agissent au nom et pour le compte de l'État, ils se doivent de respecter la loi.
C'est-à-dire le seul fait qu'ils soient ministres ne les exonère pas de leurs responsabilités personnelles lorsque leur comportement en fait est constitutif d'une faute pénale. Alors, en droit, vous avez ce qu'on appelle la possession et vous avez le droit de propriété. Lorsque vous possédez un bien immobilier et vous dites que vous êtes propriétaire, lorsqu'une deuxième personne revendique cette propriété, c'est à cette deuxième personne d'apporter la preuve que celui qui possède la propriété n'est pas le propriétaire. Donc, c'est-à-dire la possession présume le droit de propriété puisque vous êtes sur le bien, vous êtes installé sur le bien. Premier élément. Deuxième élément, l'État n'a pas de privilège de préalable en matière de domanialité privée parce que le code foncier et domanial est clair. L'État gère les biens appartenant au domaine privé dans les mêmes conditions qu'un particulier. C'est textuellement ce que le code foncier et domanial dit. Ce qui veut dire que si vous venez vous installer sur une parcelle sur laquelle l'État entend revendiquer un droit de propriété, à l'instant où vous occupez, l'État ne peut vous déguerpir qu'en agissant devant les juridictions. C'est-à-dire il saisit régulièrement la juridiction par le biais, donc par l'organe de l'agent judiciaire de l'État. L'État fait constater son droit de propriété et l'État sollicite du tribunal qu'il ordonne l'expulsion de l'occupant irrégulier. C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. Donc pour revenir donc à monsieur Kourouma. Avant monsieur Kourouma, quand vous parlez de propriété de domanialité, on a sur la question de Caporal, Kipé2 et Dumestre, on se rappelle qu'il y a eu à un moment donné un premier déguerpissement. Ça c'était sous Lansana Conté. En 98, il y a eu un premier déguerpissement. Il y a eu retour par endroit de nouveaux occupants ou d'anciens occupants. Est-ce que cette question également vous l'avez décryptée pour savoir qui est revenu après avoir été indemnisé ou pas indemnisé, mais qui a été à un moment donné déguerpi? Alors, je peux vous garantir une chose, que toutes les personnes qui ont été déguerpies en 98, il n'y en a pas un seul qui s'est réinstallé parce que l'État n'a pas voulu une réinstallation. Vous avez le site de l'ambassade américaine aujourd'hui. Donc, celui qui dit, en réalité, ceux de Kipé2, c'était une partie des habitants de Caporal et d'autres qui avaient été expulsés, je crois, à Bessia, qui ont été officiellement recasés en partie sur Kipé2. Et vous avez des arrêtés ministériels pris par les grandes gueules en charge de l'urbanisme et de l'habitat, et celui-là même qui a pouvoir de désigner une parcelle pour recaser quelqu'un. Donc ces personnes détiennent des arrêtés que nous avons aujourd'hui. Nous avons un peu plus de 1200 arrêtés ministériels qui ont été pris. Et vous avez même des certificats de propriété délivrés par la Direction nationale du domaine au profit des habitants de Caporal. Donc, quand on dit qu'ils ont été déguerpis, et imaginons, partons du postulat que c'est vrai, que c'est une dépendance du domaine privé, qu'ils se sont installés illégalement. La question est d'abord la procédure, la démarche. Comment un état de droit se comporte dans un contexte où un particulier s'est installé sur un bien du domaine privé? C'est ça la première question. Donc, dans le dossier de monsieur Kourouma, ce que nous lui reprochons, c'est qu'il y a eu une ordonnance d'arrêt des travaux. C'est-à-dire une juridiction indépendante a pris une décision qui interdit l'État de faire déguerpir les habitants. Ils sont passés outre. Le tribunal de Dixine à l'époque. C'est le tribunal de Dixine a pris une ordonnance d'arrêt des travaux avant même l'intervention du déguerpissement. C'est pour ça que je dis assez souvent, et ça me touche, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, des enfants sont sortis le matin pour aller à l'école. Ils sont revenus à 14h. Ils ne savaient plus où se trouvait leur maison. A fortiori la chambre où ils habitaient. Donc la vertu de cette procédure, je n'ai aucune haine particulière
pour M. Kourouma, qui est, à mon humble avis, suffisamment affligé par la procédure qui est portée contre lui devant... Deux questions. Alors, la question justement, pourquoi il ne comparaît pas? Alors, on a écouté le parquet. C'est une question qui pour moi est difficile à répondre. Alors, j'ai vu quelques écrits où il y a eu un certain nombre de critiques en fait de la juridiction, et honnêtement, le président audiencier a pris dans le cas d'espèce la décision qui sied. En procès, c'est une dynamique de contradiction. Donc, quand l'une des parties demande un renvoi et qu'il n'y a pas un obstacle rédhibitoire à renvoyer l'affaire est renvoyée. Donc, en soi, je n'ai pas de problème sur la demande du parquet de renvoyer l'affaire parce que le parquet a eu des difficultés pour faire comparaître, pour extraire M. Kourouma et le présenter à la barre. Ce que j'ai contesté à l'audience et que je conteste toujours, c'est le motif donné pour la demande de renvoi. Si on me dit, nous avons contacté, nous avons fait les diligences, nous avons contacté pour chercher à savoir quel est le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat de dépôt, le juge d'instruction nous dit finalement, nous ne nous opposons pas à sa comparution. Le juge d'instruction de la CRIEF ne peut pas s'opposer en fait à une demande de comparution. C'est deux juridictions différentes. Il est poursuivi pour des faits différents. Quand il est appelé à comparaître en tant que citoyen, il doit comparaître. Mais quand on il est nous au dit, violon. oui, non, mais bon voilà. Mais quand on nous dit qu'on attendait l'autorisation, oui. Il est à la maison centrale. Non, alors, moi je dirais pas, il est sous main de justice. Il peut comparaître. En fait, si vous voulez, le code de procédure pénale prévoit des mandats de recherche et des mandats de comparution pour des personnes qui sont libres, c'est-à-dire qui ne sont pas sous main de justice. Pourquoi? C'est-à-dire la loi confère au tribunal la possibilité d'obliger quelqu'un à comparaître. A fortiori, maintenant, si la personne est déjà sous main de justice, il n'y a plus besoin en fait qu'il soit forcé à comparaître. Mais quand un parquet d'une juridiction donnée nous dit qu'on cherche à avoir l'autorisation du parquet d'une autre juridiction compétente en matière de crime économique pour faire extraire quelqu'un qui doit comparaître devant un tribunal, moi je me dis, écoutez monsieur le procureur, je ne refuse pas, je ne m'oppose pas à la demande de renvoi parce que moi je voudrais bien que monsieur Kourouma puisse... Moi, les preuves que j'ai à ma disposition, c'est d'abord la loi. C'est-à-dire, je lui présente en face ce que dit la loi dans le contexte dans lequel il a ordonné le déguerpissement. Et que je comprenne et que les habitants, ça a aussi une vertu thérapeutique en fait. Le jour du déguerpissement, il y a eu 7 décès par suite de crise cardiaque. Et aujourd'hui, c'est des gens, quand on subit la violence de celui-là, même dont on attend la protection, les grandes gueules. On est psychologiquement atteint à jamais. Et ce procès est parce qu'ils veulent comprendre pourquoi eux. Parce que le seul fait que l'État ait des revendications sur ces parcelles-là ne peut pas conduire l'État, au mépris du respect de la loi, à faire ce qu'il a fait. D'accord. Bien. Alors, Maître Alpha Yaya Drabi, avocat des victimes de Kapororaï, équipe 2 et Dimes. Allez-y, Djibamil. Oui, moi j'ai grandi dans ce quartier Kapororaï. Je connais un peu. J'ai des amis aujourd'hui qui sont dispersés. J'ai même un ami qui a perdu son papa une semaine après les déguerpissements. Il n'a pas pu supporter le coup parce qu'il n'avait plus une autre maison. Et j'étais là ce jour-là. Les grandes gueules. La maison, il y avait une école à côté, Balouta, où tous les enfants de la zone étudiaient. L'école a été pilonnée et rasée. Et donc j'ai cette image aussi dans ma tête. À chaque fois que je passe dans la voiture, je vois Kapororaï qui est rasé. C'est là, mon enfance a été effacée. Ça, je sais, c'est difficile pour tous ceux qui vivaient là-bas. Alors, deux questions. Actuellement, puisque le parquet n'y arrive pas, quelles sont les démarches que vous confère la loi lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation? Ça, c'est la première question. La deuxième, il y a un vieux débat. On disait avant le décret de 89, toutes les familles qui se sont installées avant ce décret, normalement, ne devraient pas être concernées par cette opération. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Si oui, quelle a été votre position? Alors, j'ai deux réponses à votre question. En fait, je vais vraiment essayer d'être moins technique pour que les gens comprennent en fait le droit de propriété commence. En fait, le droit de propriété, je commence par la dernière question, vous m'excusez, fonctionne en fait comme une chaîne sans fin. Vous achetez un bien, vous le transmettez votre patrimoine à votre décès, à vos enfants. Donc, celui qui achète un bien aujourd'hui tient son droit de celui qui l'a vendu, qui lui-même l'a acquis de celui
dont il a succédé. Voyez-vous, donc c'est une file sans fin. Ça veut dire que si celui-là qui a acheté en 2010 à Kapororaï tient son droit de propriété de celui qui occupait la parcelle avant 1989, c'est le même droit de propriété. Il a simplement changé de main. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il n'est pas interrompu. Première chose. Deuxième chose, il n'existe pas dans ce monde, pour les législations que je connais, et je ne prétends pas connaître toutes les législations, où on peut acquérir un droit de propriété par décret. On peut se faire exproprier dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique. On fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique par un décret sanctionné par une ordonnance d'un juge. Mais on ne peut pas, l'État, c'est-à-dire la loi ne permet pas, la loi n'a pas prévu dans les différentes modalités d'acquisition du droit de propriété comme un décret qui déclare un site. Voilà, ce site-là, à partir du point A, je suis propriétaire. Ok. Vous disiez... Ça, c'est la première question. Vous disiez tout à l'heure de ne pas... Non, je sais pas, je suis perdu que je l'interromps. J'essaie juste de répondre à la deuxième, mais je vous réponds si vous permettez. Je suis déjà perdu par rapport à la dernière. J'essaierai de vous retrouver. D'accord. Bien. Alors, à la deuxième question, alors, le tribunal a pris la décision qui sied. J'ai dit, lorsqu'il y a eu en fait le coup d'État, il y a un mot que je retiens toujours, c'est la boussole. Chaque procédure, et vous verrez toutes les procédures que je choisis de mener, parce que je travaille principalement ailleurs, je suis viscéralement contre l'injustice. Et quand je décide de prendre un dossier, c'est généralement parce que j'estime que là, c'est flagrant. Et donc, la juridiction a estimé que la non-comparution de monsieur Kourouma n'était pas en tant que tel justifiée, mais a ordonné un renvoi ultime à 2 semaines. Le parquet, alors il ne faut pas non plus accuser le parquet, en fait, il fait du mieux. Il fait du mieux avec les difficultés qu'ils ont. Avait sollicité une demande de renvoi à 2 mois au vu des difficultés. Mais on ne peut pas nous dire qu'en raison de la spécificité de la personnalité mise en cause, à moins qu'on ait 2 catégories de citoyens en Guinée, mais cette spécificité s'oppose à ce qui comparaissent. C'est ça que moi je fustige. En fait, c'est pas la demande de renvoi faite par le procureur, pour moi, elle est justifiée. Dès qu'on a une difficulté de faire comparaître quelqu'un, on renvoie. De toute façon, on n'avait pas d'autre possibilité que de renvoyer si on veut qu'il comparaisse. C'est plus le fond. C'est comme quand on m'appelle aujourd'hui et je reçois pas mal de pression. Écoutez, vous avez intenté une action en responsabilité contre l'État. L'État est le plus fort. C'est au profit de l'État que le déguerpissement a eu lieu. Laissez ce type-là où il est parce qu'il en bave déjà suffisamment. Moi, je réponds à ces gens-là que je n'ai rien contre ce monsieur, que je ne connais par ailleurs pas. Mais je dis qu'on ne peut pas planter le fonio et on récolte le maïs. Je pense que autant quand on veut un état de droit, les litiges les plus simples doivent être portés devant des juridictions afin que une justice soit rendue, mauvaise soit-elle, si vous voulez. Bien, allez-y Mafoudia. Alors peut-être il y a un certain nombre de choses que je ne comprends pas. Vous disiez tout à l'heure que le droit de propriété ne s'acquiert pas par décret. Non. Je veux déjà savoir qui est-ce que vous défendez, parce qu'il y a Kipé 2, Dimes, et quand on parle de Kapororaï, est-ce que vous pouvez nous situer, parce que je pose la question parce que un peu plus loin, vous disiez que ceux qui ont été déguerpis pour la première fois ne sont jamais revenus. Non. Donc c'est une autre partie qui est concernée. Est-ce que déjà vous pouvez, je sais pas, nous lever l'équivoque. Alors on va parler de géographie alors dans ce cas. En fait, on avait géographie et occupation. Si vous voulez, le site directionnel fait partie des grandes gueules. À peu près autour de 269 hectares. Lorsque M. Bana Sidibé est revenu du Sénégal, dans les années 87-88, en tant que bon aménageur, il a estimé en fait que la presqu'île de Kaloum était, au regard de l'évolution de la démographie, particulièrement comprimée pour accueillir une capitale comme Conakry. Il a alors estimé qu'il était temps que l'État puisse en fait élargir au regard de l'évolution de la démocratie, puisque l'aménagement tient compte de l'évolution démographique. Vous avez vu comment Conakry est devenu un goulot d'étranglement, embouteillage à l'aller et embouteillage au retour. Alors, ils ont dit que l'État avait besoin de terre. Ils ont indexé Kapororaï.
En fait, ça s'appelait le plateau de Kipé, si on veut. À l'époque. À l'époque. Mais des gens y habitaient, exerçaient une activité agricole, déjà. Et leur droit de propriété, puisque le titre foncier n'existe qu'à compter de 1989, quand on a adopté l'ordonnance portant code foncier de manière. Au demeurant, cette ordonnance a toujours en fait un caractère décrétal, c'est-à-dire réglementaire, parce qu'elle n'a jamais fait l'objet de validation législative, si vous voulez. Donc, c'est Kipé 2, Dimez et Kapororaï, en fait, sont des quartiers qui ont été institués et reconnus par l'administration guinéenne. Mieux, vous avez vu tout ce qui a été déguerpi, il y avait tout ce qui est adduction d'eau. Oui. Donc si ce n'était pas un lieu qui était destiné à l'habitat, il n'y aurait pas eu d'adduction d'eau. Il y avait un marché qui a été en fait décidé, je crois, par un arrêté du gouverneur de Conakry à l'époque. Et il y a surtout l'électricité. En fait, donc l'ensemble de ce quartier-là constitue en fait donc le plateau de Kipé. Donc on a déguerpi une partie. C'est l'espace qui a été identifié par l'État dans son projet d'agrandissement. D'où maintenant la confusion entre droit de propriété et droit de l'urbanisme que j'expliquais en fait à votre ami. En fait, l'État peut, dans le cadre de ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire l'État peut estimer que cette zone, à partir de l'aéroport jusqu'à Anta, il pourrait, au regard de l'évolution en fait des choses, il pourrait en avoir besoin dans les 10 prochaines années. Il dit, je préempte ce secteur. C'est-à-dire que je la considère comme zone réservée. En termes clairs, il peut récupérer. Non. En fait, quand il déclare un secteur zone réservée, ça veut dire que toute personne qui doit céder un bien à l'intérieur de cette zone doit d'abord informer l'État de la cession et du prix auquel il entend céder. Ce n'est que si dans les 2 mois, l'État ne lève pas l'option, ça veut dire lever l'option, l'État dit j'achète, parce qu'il y a une préemption. Donc la validité du contrat est subordonnée à l'information faite à l'État. Moi, propriétaire, je vais vendre, est-ce que l'État, tu achètes? Si dans les 2 mois, l'État ne répond pas, le propriétaire retrouve la plénitude de son droit de propriété de vendre à qui il veut. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais là, on a affaire à des Guinéens qui ont directement eu affaire à l'État, oui, parce que l'État est parti libérer les lieux. Oui. Non, l'État n'a pas libéré les lieux. L'État a dépossédé des propriétaires. C'est-à-dire, du point de vue du droit, si vous avez votre parcelle là, je construis une maison sur votre parcelle. C'est la parcelle qui vous appartient, non la maison. Donc, lorsque vous souhaitez faire établir effectivement que c'est vous la propriété de la parcelle et que vous souhaitez la récupérer, vous saisissez un tribunal. Vous faites constater votre droit de propriété et le tribunal donne un délai. Bon, à toi propriétaire, de 2 choses l'une. Soit tu démolis la maison, tu remets la parcelle en l'état où tu l'as trouvée parce que tu n'es pas propriétaire. Soit tu le fais pas et j'habilite le propriétaire de démolir. Mais même le propriétaire de la parcelle, s'il entend s'approprier des installations qu'il a trouvées, il doit indemniser celui qui l'a construit parce qu'il n'en est pas le propriétaire. C'est ce que le droit dit. Donc là, le débat tourne autour de l'indemnisation, pas le départ. Non. En fait, si vous voulez indemniser quelqu'un, encore faut-il qu'il y ait eu une procédure d'expropriation. Il n'y en a pas eu. Ces gens ont été réveillés le matin, ils ont été déguerpis. Mais il y a eu des informations en ce moment, lorsque ça se passait, comme quoi ce n'était pas la première fois que ces familles étaient au courant qu'il fallait libérer les lieux. Mais, madame, surtout quand vous dites, maître, quand vous dites qu'ils se sont levés le matin et ils ont trouvé qu'ils sont déguerpis le soir, je ne comprends pas, parce qu'il y a eu des mois ou des semaines où on entendait parler de libération de ces lieux jusqu'au passage des machines. Pour dire que ils sont pas venus, ils étaient préparés. Voilà, ils étaient préparés, les machines ne sont pas venues un matin pour qu'on se comprenne, voilà. En fait. Je parle de droit. C'est-à-dire que la question, elle est simple. Est-ce que la loi confère à l'État, dans une disposition explicite adoptée par le législateur, le droit de démolir des maisons appartenant à des particuliers, même lorsqu'elles sont construites sur des parcelles prétendument appartenir à l'État? Je ne sais pas si vous comprenez le sujet. Nous comprenons. Ce que nous essayons de comprendre, mettre en même temps ici, oui, c'est l'autre dommage qu'on n'ait peut-être pas un représentant de l'administration
pour... je l'ai souhaité. Je l'ai même rêvé, en fait. Parce que c'est ça aussi le problème. Oui. Lorsqu'on a information comme quoi, effectivement, les familles ont été averties, vous écoutez, ça n'a pas été le cas. On est venu tomber sur ces familles. Non, je ne crois pas qu'ils étaient avertis. Pour lui que les gens soient avertis ou pas, ils ont reçu une mise en demeure de quitter les lieux. Cela était-il normal ou pas? Ils ont saisi la juridiction compétente, qui est la juridiction du ressort de la situation géographique du bien immobilier objet du litige. Ce tribunal a dit dans une décision explicite: j'interdis quiconque à les faire déguerpir de là, jusqu'à ce que la juridiction de fond détermine qui est propriétaire, parce que le bien est litigieux. Il y a l'un qui occupe, qui a la possession d'État, qui dit qu'il est propriétaire, et il y a l'autre qui dit plutôt c'est moi qui suis le propriétaire. Mais il y a une question qu'aucun journaliste ne m'a posée, et ça m'étonne. Comment l'État est devenu propriétaire? Je suis allé écumer l'archive de la France d'outre-mer, c'est-à-dire de la France coloniale, pour déterminer la liste de toutes les propriétés qui appartenaient à la France coloniale, pour savoir si, parce que ça aurait posé problème, c'est-à-dire si avant les grandes gueules, le plateau de Kipé appartenait à l'État au sens strict du terme, j'aurais compris. Mais c'est vous-même qui venez de dire législation que si le besoin s'avère... Non, là on parle de droit de propriété, pas de législation. Le droit de propriété est un droit oui, subjectif. mais vous parlez, c'est comme si ce que vous dites là, si ça appartenait à la France, donc automatiquement ça appartient à l'État. Ça veut dire que tout ce qui n'a pas appartenu à la France ne doit pas appartenir à l'État. C'est ce que vous voulez dire? C'est pas ce que je veux dire. Et je pense que alors, la loi prévoit... Alors il faut peut-être que vous me permettiez 2 secondes que je vous dise ce que le Code civil dit. On n'a plus beaucoup de temps, mais... Bien. Mais moi je voudrais... C'est essentiel. Vous allez associer les deux, parce mais que vraiment, le cas Kourouma. C'est-à-dire comment l'État devient propriétaire. C'est ça la question. Mais vous allez emballer la réponse. Vous allez emballer la réponse, maître, parce que je vais vous entendre dernièrement sur le cas Ibrahima Kourouma. Vous dites il y a une décision qui a été rendue et puis il s'est quand même permis d'aller déguerpir. Mais il a déguerpi, il l'a fait au nom de l'État. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous voulez engager sa responsabilité pénale, mais on aurait pu se contenter de dire bon, si vous voulez, Ibrahima Kourouma a déguerpi en son nom, mais l'État est en train de jouir de ce bien. Mais dans ce cas, je vais vous donner un exemple. Là aujourd'hui, la série télévisée la plus regardée en Guinée, c'est le procès du 28 septembre. Les gens qui sont allés tuer sont allés avec les moyens de l'État. Ils étaient armés par l'État avec des véhicules. Ce n'est pas encore vérifié. Non, mais le procès est en cours. J'ai pas dit que ceux qui sont accusés sont coupables. Je dis les gens qui sont... Il y a un fait qui sont incontestables, qui est incontestable. Il y a eu des morts, il y a eu des viols. Oui, mais évidemment. Maintenant, ceux qui sont partis là, on ne sait pas encore. Sauf qu'à la différence, maître, si vous permettez, sauf qu'à la différence... On n'a plus beaucoup de temps. Parce que le cas Ibrahima, en fait, c'est différent. L'exemple, on peut continuer après. Je sais qu'on est en train de parler de la responsabilité pénale. Non, la faute pénale est autonome de la faute civile. Sauf que je vous dis que le domaine en question est en train d'être utilisé par l'État. Donc ça veut dire Ibrahima Kourouma, il n'a pas agi au nom de sa famille. Mais qui est-ce parce qu'il n'en a pas fait sien. Il n'en a pas fait sien. Il n'en a pas fait sien. On n'accuse pas. C'est l'État qui est en train de jouir de ce bien aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez écouté la liste des infractions qui sont reprochées à M. Kourouma. Les grandes gueules. On lui reproche la destruction d'édifices privés, le stélionnat. Au nom de l'État. Non, peu importe au nom de... Vous ne pouvez pas tuer au nom de quelqu'un. L'État. Mais vous ne pouvez pas tuer au nom de quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas... Parlez dans le micro. Ça s'appelle la responsabilité personnelle du fonctionnaire. Quand il commet une infraction qui est réprimée par le code pénal, la circonstance qui fait qu'il a commis cette infraction à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle. Faut-il alors établir qu'il a pris... C'est quand même un ministre qui appartient à un gouvernement. Il y avait un président de la République. Un premier ministre. Est-ce que il n'était que dans la politique d'aller faire tout ça. En fait, on essaie un peu de comprendre comment on pourrait... Mais c'est simple, madame. Vous avez la loi.
Le ministre, sa vocation, c'est d'appliquer la loi. C'est-à-dire que si la loi lui permettait de faire ce qu'il a fait, de mettre en œuvre la politique du gouvernement. Attends, oui, mais voilà. Comment mettons en œuvre la politique du gouvernement? La loi est le modus operandi. C'est pour ça qu'on a c'est-à-dire qu'on n'exécute pas un budget comme on veut. On a d'abord une loi de finances qui détermine le budget et qui dit comment on l'exécute. Vous voyez, en fait, ce n'est pas parce qu'on est ministre. Vous amenez des exemples qui. Vous amenez des exemples qui pris par le temps. Maître, pas. Quels sont vos espoirs aujourd'hui pour terminer, s'il vous plaît? Alors, j'ai fort espoir. Et là, je parle toujours. Je dis pas ce qu'on dit en politique, je dis ce qu'on dit en droit. J'ai bon espoir que ce procès est pour moi un crash test. Je sais toutes les influences qui peuvent potentiellement s'abattre dans le cadre de cette procédure. Pour ce qui est de la Cour de justice de la CEDEAO, la Guinée a été suspendue. J'ai fait un recours pour faire constater par la juridiction que les fautes commises dans le cadre d'un coup d'État ne font pas obstacle à ce que les citoyens guinéens puissent saisir la Cour ou à tout le moins que les procédures puissent continuer. Donc j'ai bon espoir qu'un jour, puisque Dieu existe, que la loi sera dite et que la justice sera rendue. Bien, Maître Alpha Yaya Dramé, avocat au barreau de Lille, avocat des victimes du déguerpissement de Kaporora, équipé de Dimes. Merci à toute l'équipe des GG de ce vendredi. Merci à Mohamed de Camara qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nala Sidibé, Mafata Sano Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mahmoudou Kondé, Aboubakar Foté Soumaï sont très nombreux. C'était un plaisir de vous servir. Nous vous retrouvons lundi avec le Turbo, Lamine Girassi aux commandes.